Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je voudrais vous partager une vidéo suite à la lecture que j'ai pu faire du très 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 bon livre de Christelle Petit-Colin, Divorcée d'un pervers narcissique, que je vous recommande. À la suite de ce livre, j'ai eu envie de faire un sujet vraiment très orienté sur pourquoi on ne part pas, qu'est-ce qui fait que l'on ne va pas quitter la personne qui nous détruit, donc dans la relation toxique, dans le cadre du couple et des violences conjugales. Donc, petit rappel un peu rapide, les violences conjugales, c'est pas que les coulées bleues, ça c'est juste le petit sommet de l'iceberg. En fait, les violences conjugales, c'est essentiellement d'abord des violences psychologiques, verbales, donc le verbal concourt aux violences psychologiques d'une certaine manière. Les violences financières, soit c'est je te prends ton argent ou je vis à ton compte, soit c'est je fais en sorte que tu sois pas en mesure d'être autonome financièrement. Et les violences sexuelles qui vont se manifester sous différentes formes, soit c'est je te prive, pampan cucu, je te punis, donc voilà, soit c'est je t'humilie, voilà, si, plus que des voilà, soit c'est d'autres choses. C'est un peu tabou. Voilà. Donc, ensuite, donc, revenons à l'essentiel de ce sujet. Donc, ce sujet, c'est vraiment pourquoi on ne part pas. Déjà, premièrement, sachez qu'en moyenne, dans les études sociologiques sur le sujet, la victime tente de partir plusieurs fois avant d'y arriver définitivement. Et la moyenne, c'est 7 fois. Donc, si vous êtes dans ce cas de figure, ne pensez pas que c'est parce que vous êtes nul ou bête ou naïf ou trop con ou trop terrorisé ou trop ceci ou passer cela, c'est parce que les mécanismes qui sont en jeu sont d'une extrême violence et que il y a une véritable addiction des choses qui se jouent, qui vous échappent, qui font que c'est extrêmement difficile. C'est pour ça que je veux vraiment faire cette vidéo. Je veux la faire pour vous expliquer que il y a à mon avis, il y a une des raisons principales pour lesquelles on ne part pas, c'est le doute. C'est-à-dire, on doute. On doute de tout. On doute de nos ressentis. On se remet tout le temps en question. On se dit que oui, alors on va lire et on va aller voir toutes les vidéos YouTube sur les manipulateurs pervers narcissiques ou manipulateurs ou de relations toxiques, quel que soit le mot qu'on décide enfin le mot qu'on met là-dessus, qu'on va dire. En fait, on va lire et pour essayer de comprendre ce qu'on vit. Et des fois, ça va vraiment bien matcher et des fois pas. Et qu'est-ce qu'on va faire? Notre cerveau, il va se dire, ah, mais non, il n'est pas ça, puisque là, ça colle pas. Ah, mais non, ça non. Ah, mais non, ça non. C'est-à-dire, on va se raccrocher à toutes les choses qui ne correspondent pas exactement au profil de l'agresseur avec lequel on vit dans une sorte de tentative de se raccrocher à quelque chose parce qu'on peut y croire, parce que c'est plus confortable d'être dans le déni de ce que l'on vit, c'est plus confortable de se dissocier, c'est plus confortable de mettre du flou, c'est plus confortable de brouiller la mémoire et de continuer à avancer comme un zombie que d'être lucide. La lucidité, c'est extrêmement violent parce que quand on commence à être lucide, eh ben, en fait, on commence à voir les choses véritablement et ça fait très mal. Les prises de conscience sont toujours difficiles. Donc voilà, premièrement, le doute. Je doute que la personne avec laquelle je suis soit vraiment une mauvaise personne, mauvaise entre guillemets, c'est-à-dire que c'est aussi euh, alors ça, c'est très important. Je vais vous dire quelque chose qui est très important que j'utilise énormément quand j'accompagne les personnes qui essaient de se sortir des relations toxiques. Elles me disent, oui, mais il m'a dit cette gentille chose, ou oui, mais il m'a offert ce cadeau, ou oui, mais... Donc en fait, j'explique toujours ça. Une personne toxique, elle n'est pas tout le temps en train de nous faire du mal, d'accord? Il y a des moments qui sont des beaux moments. Il y a des moments où on croit à l'amour. Il y a des moments, les moments du love bombing, je vais en reparler, sont des moments qui nous accrochent en fait, qui vont nous faire douter justement de nous. Comment une personne qui est capable d'être aussi merveilleuse, aussi charmante, aussi parfaite, peut de l'autre côté, à certains moments, être comme aussi horrible en fait. Et comme cette personne-là, on l'aime, cette personne-là nous a fait rêver, cette personne-là, elle est venue dire, je vais te sauver de toutes tes souffrances intérieures avec moi, tu vas connaître que le bonheur, je suis ton âme sœur, et tatati et tatata. Cette personne-là, on s'accroche désespérément à cette personne-là,
Et celle-là, on lui trouve des excuses. On lui trouve des excuses. Le pauvre, il a une enfance difficile. Le pauvre, il a une mère horrible. Le pauvre, il a des problèmes au travail. Le pauvre, il faut le comprendre. Le pauvre, il est fatigué. Le ou la. Nanani, nanani, nanana. Et ça, on gomme, on gomme. On se dit que c'est petit. On se dit que c'est petit. On se dit que ça, grâce à l'amour, grâce à l'amour, parce qu'on croit que l'amour peut changer le monde, eh ben, on se dit que qu'on va le sauver éventuellement, ou en tout cas qu'on va tout lui donner et que du coup il va être heureux, il va être bien et il va pouvoir enfin être cette personne-là tout le temps en fait, la plupart du temps. Donc ça, c'est l'erreur fatale. C'est fatal bazooka. Sortez de ça, pitié, pitié, pitié. Donc, je vous recommande de prendre un cahier, n'importe quoi, vous notez. À chaque fois que vous vivez quelque chose qui vous met mal à l'aise, même si c'est un film, où vous n'êtes pas sûr, même si c'est sous couvert de blagues, même s'il vous a dit que c'est vous qui interprétez de travers, ou que c'est vous qui voyez le mal là où il n'y en a pas, notez ces événements, les jours et les heures. Je vous jure que c'est fondamental. Je vous jure que c'est très, très, très important pour pouvoir arriver à aller au bout de cette sortie d'emprise, de cette sortie de contrôle. Pour sortir de cette prison, il faut vraiment que vous ayez cet appui-là. Parce que pourquoi? Parce que la mémoire va venir effacer toutes ces choses-là. Vraiment, je vous jure. Et le jour où vous allez réouvrir ce petit cahier et relire les trucs, vous allez halluciner parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte que vous avez tout oublié, que vous vous souvenez absolument pas, vous étiez un zombie dans le coma. Et donc, en fait, il y a plein de choses qui se sont passées que souvent les autres, du coup, après coup, vont vous rapporter, que vous aviez oublié. C'est pour ça que c'est important de se raccrocher à toutes. Et puis, vous allez aussi voir la fréquence. Vous allez voir que c'est éventuellement des petites choses, mais qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent. Et les petites choses qui se répètent, il faut savoir que ça a un impact sur notre cerveau. Et donc, ça peut changer notre façon de penser, de voir les choses, aussi l'image que l'on a de nous-mêmes. Ce qui fait qu'on va se sentir de plus en plus nul, de plus en plus à côté de la plaque, de plus en plus fragile. Pour peu qu'on soit un peu qu'on soit dépressif, eh ben, hein, on va croire que c'est notre dépression qui nous fait être comme ça, parce qu'on n'a absolument aucune conscience du piège dans lequel on s'est pourvoyé. Voilà, donc ça c'est important. Vous notez tout. Le doute. Je vous ai une autre chose. La violence dans le couple, elle n'est pas tout le temps là. Sinon, personne ne resterait. Prenons l'exemple de la violence physique. Imaginez une femme, je prends cet exemple parce que c'est quand même plus souvent les hommes qui sont violents physiquement, son mec la frappe toutes les 5 secondes. 5 secondes, une claque. 5 secondes, une claque. 5 secondes, mais combien de temps elle resterait à votre avis? Elle resterait pas, en fait. C'est là que c'est hyper tordu. C'est-à-dire qu'il va y avoir une claque et après des milliards de oh jamais plus jamais je ferai ça. Oh tu es la femme de ma vie. Nanani nanana, t'es ma princesse baby. Et bla 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 bla. Et puis après ça va être un beau moment romantique, un truc, une demande en mariage, des roses, gna gna gna. Elle croit naïvement que, elle lui dit que plus jamais il fera une chose pareille, sinon il s'en va. Elle croit qu'elle le fera, mais en fait, c'est très rare de pas tomber dans le piège. Donc tous ces gens qui jugent en disant ah moi la première claque je serais partie, sont tous des gens qui n'ont pas vécu cette situation. Voilà, voilà. Je rigole beaucoup. C'est une façon d'exorciser. Non, mais c'est aussi une façon de parler de ces sujets avec humour parce que sinon on devient fou. Alors deuxième chose, ce que je voulais vous dire. Donc j'ai parlé des bons moments. C'est un truc qui rend fou, ça. Ça, c'est un truc qui rend fou, c'est-à-dire qu'on a des souvenirs de moments qui sont beaux, quoi, vraiment, qui sont beaux, vraiment. Les moments qu'on rêvait de vivre avec cette personne, on a pu les vivre par moments, en fait. Et ça nous paraît complètement surréaliste de se dire que c'est la même personne. Enfin, c'est pas possible. En plus, comme en général, on est des bonnes personnes, eh ben nous, on n'a pas conscience que les autres puissent être aussi mauvais, en fait. On pense naïvement, pour peu qu'on ait une éducation un peu judéo-chrétienne, que tout le monde a un bon fond, qu'à la base, les humains qui viennent sur Terre, ce sont des gentilles personnes, que c'est la vie qui les transforme en personnes pas cool. Et voilà. Et puis aussi, à ça vient se rajouter le stéréotype. Alors ça, c'est très important. Le stéréotype du méchant, en fait. Le méchant dans les films. Le méchant dans les films, ça se voit sur son visage, en général.
Ça se voit à 3 kilomètres, il a une certaine voix, il a un certain physique, euh, et il est foncièrement méchant du début à la fin. Tout le monde le repère, ce qui n'est pas du tout comme ça dans la vie. Dans la vie, pas du tout. Le nombre de psychopathes, de tueurs en série, je prends des extrêmes, dont les voisins disaient oh, comment il était serviable et gentil, jamais on n'aurait soupçonné. Regardez l'abbé Pierre. Et d'autres, il y en a beaucoup. Donc, tout ça pour vous dire que, en fait, on a la croyance que tout le monde a cette croyance, que les mauvaises personnes, ça se repère, ça se voit, ça fait tout le temps le mal. C'est des mauvaises personnes du début à la fin. Ils sont mauvais dans tout ce qu'ils font, ils sont méchants dans tout. Et en fait, non. C'est très important d'avoir conscience de ça pour comprendre que cette personne avec laquelle on vit et qui a deux visages, eh bien, en fait, n'est pas celui-là. C'est plutôt même celui-là qui met celui-là pour pouvoir vivre dans notre société. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est le masque. Je suis gentil, je suis charmant. Ça, c'est la réalité. C'est, bref, pas beau, caca. Et hop, et voilà. Et donc, les gens, qu'est-ce qu'ils voient? Les gens, ils voient ça? Ils voient pas ça. C'est des marionnettes. Voilà. Ça, c'est dit. Après, qu'est-ce que je vais vous dire? Ah oui, on doute de soi. Pourquoi? Bah parce qu'il y a eu tout le gaslighting. Qu'est-ce que c'est le gaslighting? Eh ben, c'est, je te dis un truc et puis je te dis que je t'ai jamais dit ça. Ou je te déplace les objets et je te dis, mais c'est pas moi qui l'ai fait, etc., etc. Ou je te dis, ça va être tout ce qui va être créer la confusion dans l'esprit de l'autre pour pouvoir le manipuler, le faire douter de lui. Voilà. Revisiter, par exemple, le réel. Lui dire mais non mais ça va pas mais j'ai jamais dit ça mais qu'est-ce que tu racontes alors que c'était vraiment ça. Du coup la victime elle va vraiment commencer à douter d'elle, non seulement elle se trouve nulle mais en plus elle se dit qu'elle a pas de mémoire, que elle n'arrive pas à se souvenir des choses et comme elle est capable de se remettre en question elle va croire, elle va se dire ok mais s'il me le dit c'est que c'est vrai. Elle s'imagine pas qu'il peut le dire dans un but de nuire absolu, parce que dans son cœur à elle, d'être humaine, pas parfaite, mais quand même aimante, on peut pas faire des choses comme ça à quelqu'un qu'on aime. Et comme elle est dans l'illusion de l'amour, et qu'elle se ment elle-même, et qu'elle s'illusionne dans son fantasme de rêver sa vie de petite princesse, eh ben c'est la merde. Concrètement, la merde en fait. C'est ça le piège. Alors là, je parle femme, garçon, enfin homme. Mais bon, on fait comme ça, c'est pareil. Alors, autre chose, les ressentis, le gaslighting. On est des bonnes personnes et on ne soupçonne pas le mal, ça je vous l'ai dit. Les stéréotypes du mal, ça je vous l'ai dit, qu'on retrouve beaucoup dans le cinéma, la littérature, etc., qui fait qu'en fait on se plante royalement, quoi. Ah, l'effet boomerang du love bombing. Alors, ça, c'est fondamental. Le premier, moi je pense, alors ça c'est moi personnel, hein, je pense que le premier love bombing, c'est-à-dire cette période d'accroche, le moment où ça a été mais juste sublimissime, où c'était comme dans les films, c'était royal, c'était comme si on vivait son rêve incarné. Ce premier moment, le tout premier love bombing, je pense que c'est surtout lui qui fait qu'on part pas. Parce que les autres qui viennent après, dans le cycle des violences, donc je rappelle le cycle des violences, love bombing, première attaque, attaque soutenue, grosse crise, grosse attaque, la victime est là pour partir, hop, love bombing, et puis ça fait ce cercle, cette espèce de tourbillon de lessiveuse dans laquelle la victime, elle tourne hein, comme le hamster dans la roue, elle sort jamais de la roue. Parce que chaque fois, il y a ces petites miettes de love bombing qui reviennent. Mais le premier, c'est le plus important, parce que le premier, c'est vraiment celui où on a tellement eu notre, comment dire, le sentiment que le destin pour une fois, nous faisait un cadeau. J'adore le destin. Et bien en fait, ce moment-là, c'est vraiment le moment où en fait, désespérément, après, on essaie de retourner à ça. On essaie de retrouver cet homme dont on est tombé amoureuse et qui était si parfait et qui nous a fait rêver et qui nous a laissé entendre que grâce à lui, on allait être sauvés. Et comme on s'infantilise facilement, on est comme avec son papa, enfin j'exagère là, ça c'est peut-être, non, ça c'est personnel, on oublie ça, je sais pas si c'est vrai pour tout le monde. En tous les cas, on est dans cette attente de revivre ce moment-là et donc à chaque fois, on fait tout pour qu'il puisse revenir. Et lui, il va de temps en temps, oui, nous donner les miettes qui font la piqûre de rappel.
Donc c'est la piqûre de rappel du premier love bombing dans les moments où on doute qui fait qu'on part pas. J'ai tout verbalisé. Voilà, donc là je vous ai expliqué ça. Euh, Je vous fais juste un petit rappel avant de vous laisser. Je vais mettre sous la vidéo le titre du livre dont je me suis inspirée pour cette vidéo, mais qui est hyper fondamental, surtout si vous n'êtes pas encore parti, que vous vous posez des questions. C'est vital de lire ce livre. Il y a des vrais conseils pratiques dedans, avec exactement tous les documents qu'il faudra que vous ayez, les photocopies, etc. C'est une mine d'or pour les gens qui sont pris dans ces situations-là. Je regrette de ne pas l'avoir lu avant. Mais bon, on fait, hein, du coup, je vous le partage, hein, cadeau. Merci, merci Christelle Petit-Colin, merci infiniment. Et qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Donc, petit rappel, si vous vous posez des questions, que vous regardez les vidéos sur les manipulateurs pas narcissiques, sur les relations d'emprise, sur le contrôle coercitif, et que vous reconnaissez des choses, mais pas tout, c'est normal, parce que si c'était tous des clones qui étaient interchangeables et que toutes les cases étaient tout le temps les mêmes, ça serait plus facile de les reconnaître. Donc il y en a qui vont avoir un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. Ça ne veut pas dire que ce sont des bonnes personnes. Voilà. La question c'est vous. Vous, êtes-vous épanoui? Avez-vous peur? Ressentez-vous une peur chronique? Demandez-vous si vous avez peur de sa colère, peur qu'il se fâche, peur qu'il vous abandonne, peur qu'il vous rejette, peur qu'il ne vous parle plus, euh, peur qu'il vous diminue. Si vous avez peur, c'est pas bon, c'est au revoir, ciao, no contact, no contact. Je me casse parce que je me respecte. Voilà. Bon, je vous embrasse tous et toutes. Et puis, je vous souhaite plein de belles choses parce que si vous êtes en chemin, c'est que vous êtes des bonnes personnes qui méritaient de vivre des belles choses.